Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre de votre émission Europe-Afrique le professeur Khalid Haji, écrivain et chercheur, pour nous parler du dialogue des cultures et des civilisations, de la connaissance et la reconnaissance mutuelle qui permettent de promouvoir la confiance, le vivre ensemble, la tolérance et la paix dans nos sociétés. Ce sont là des thématiques que notre invité connaît bien, puisqu'il était secrétaire général du Conseil européen des oulémas marocains, ancien président du think tank Brussels Forum of Wisdom and World Peace et auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout dernier, Islam-Occident, décloisonnons nos cultures. Professeur Haji, bonjour. Bonjour. Alors, précisément, dans votre livre intitulé Islam-Occident, vous voulez que l'on décloisonne nos cultures, mais est-ce que les civilisations arabo-musulmanes et christiano-occidentales sont miscibles, sont solubles? Merci de m'avoir invité. Je crois en tout cas, les civilisations ne sont pas des espaces hermétiques, elles sont plutôt des espaces ouverts, ne sont pas étanches contre les influences et les infiltrations d'autres civilisations. Et la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentaux-chrétienne ne sont pas condamnées à passer leur temps à guerroyer, comme le voudrait une certaine théorie de clash of civilizations ou bien conflit de civilisations. Nous savons que le grand sociologue Ibn Khaldoun disait qu'il y a un point d'arrêt dans l'histoire des civilisations, c'est lorsque ces civilisations cessent de conjuguer l'ouverture et la fermeture. Le moment où une civilisation cesse de se ressourcer du dehors, aller chercher la connaissance et le savoir en dehors de ses frontières, c'est là qu'elle peut atteindre, et elle doit atteindre, elle atteint le point d'arrêt dans l'histoire de la civilisation. Beaucoup de sages l'ont compris à travers l'histoire. Vous avez dans l'espace européen, Goethe par exemple, qui à un moment donné, en sentant qu'il y avait une crise dans l'espace européen, il cherchait Weltliteratur, il a créé un concept de Weltliteratur, c'est-à-dire une littérature mondiale pour s'ouvrir au monde. Beaucoup d'autres sages aussi, beaucoup d'autres philosophes, écrivains, penseurs, hommes politiques, qui cherchaient aussi d'autres manières d'être dans le monde en côtoyant d'autres cultures et d'autres civilisations. Je crois qu'il est fondamental pour nos deux civilisations de se côtoyer et d'apprendre l'un de l'autre comment vivre ensemble et puis comment s'enrichir l'un de l'autre et comment trouver son prolongement dans l'autre. Vous citez Goethe, à l'inverse, Chateaubriand n'a pas vraiment le même point de vue à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, les Occidentaux ne peuvent pas être réduits à une attitude, et les musulmans ne peuvent pas non plus être réduits à une seule attitude. On est dans un espace de complexité aussi. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que Goethe, il projetait une image. Il projetait une image dans l'espace culturel arabo-musulman. Ce n'était pas l'image que projetait Chateaubriand. Chateaubriand sentait qu'il était sûr dans sa culture locale, la culture chrétienne, donc il était dans la certitude. Alors que Goethe, au contraire, Goethe cherchait une échappatoire ou une issue. C'est pourquoi il parlait de divan, östliche divan, le divan Orient-Occident, où il propose des modes de communication entre l'Orient et l'Occident. Enfin, de toute façon, il n'est jamais très bon d'être habité par les certitudes. Tout à fait. Mais vous dites on n'est pas là non plus pour guerroyer. Mais en fait, si on regarde, l'islam et l'Occident, ils sont en conflit depuis 13 siècles. Donc, je veux dire, ce n'est pas simple et les raisons sont d'ordre doctrinaire, historique et aujourd'hui, avec tous les événements que l'on connaît, de plus en plus psychologiques. Donc comment faire pour atteindre, je dirais, une cohabitation harmonieuse? On peut pas. C'est vrai que l'histoire, elle pèse. Mais l'être humain, surtout
si on appartient à des religions, nous devons être capables de nous projeter dans un avenir, c'est-à-dire sortir des déterminismes et assumer une certaine responsabilité morale et se dire qu'on ne peut pas être réduit à des doctrines, parce que les doctrines ne peuvent pas dialoguer. Elles sont des positions arrêtées, des attitudes arrêtées, donc figées. Donc comme on est figé, là, il faut assumer la responsabilité morale. C'est-à-dire, si nous avions une histoire, ou bien si nous avons une histoire où nous avons passé notre temps à guerroyer, comme je le disais, il n'est pas nécessairement, je veux dire, ce n'est pas un déterminisme, mais nous pouvons nous évertuer à ouvrir des espaces de dialogue pour essayer de promouvoir le vivre ensemble. C'est possible et c'est faisable, et il en va de notre responsabilité morale. Vous dites aussi par ailleurs qu'il est important que nos destins soient enchevêtrés parce que sinon ça génère beaucoup de souffrance. Vous avez cette belle expression qui est de dire qu'au fond on risque sinon de laisser des gens souffrir à la lisière de deux mondes, faute de partage, faute d'intégration. Oui, tout à fait. Il y a des gens, il y a deux approches en fait. Il y a l'approche géopolitique et l'approche géopoétique. Baudelaire disait que le poète, il a un privilège incontestable d'être à sa guise lui-même et autrui. Donc, en vivant à la lisière entre deux civilisations et deux cultures, on peut être soi-même et autrui. Et c'est un cas qui n'est pas facile. C'est presque schizophrénique. C'est presque schizophrénique. Donc il faut beaucoup, beaucoup plus d'énergie que les gens qui vivent dans un malaise dans la civilisation. Freud parlait en 1930 de Unbehagen in der Kultur, malaise dans la civilisation. Donc nos civilisations vivent un malaise. Mais il y a des gens qui explorent la lisière, qui vivent à la lisière entre ces deux espaces. Ce n'est pas aussi facile que ça, que d'assumer une double appartenance, mais c'est à la lisière où jaillissent des idées, de nouvelles idées qui puissent nous aider à trouver prolongement chaque civilisation dans l'autre. Vous parlez d'appartenance ou de double appartenance. Est-ce que précisément l'imbrication qu'il y a entre croyance et appartenance, entre religion et culture, ne complique-t-elle pas les relations entre les communautés d'humains ? Tout à fait. J'ai beaucoup aimé un roman de Amin Maalouf, Les Désorientés, oui, où justement le héros du roman qui part au Liban et en dialoguant avec un homme religieux qui lui disait nous les orientaux nous avons la croyance. Alors lui il répond non, je suis désolé, la croyance est ailleurs, nous avons l'appartenance. Il est très difficile de faire la part des choses et de distinguer entre ce qui est croyance et appartenance. Parfois il est beaucoup plus facile d'abandonner sa religion que d'abandonner sa culture. Donc, pour un musulman qui vit en Europe, ce n'est pas évident de partager entre ce qui est culture et ce qui est religion, ce qui est croyance et ce qui est appartenance. Donc, nous avons l'impression que l'appartenance prime sur la croyance, et parfois, ça peut créer un malaise profond. C'est-à-dire, on souligne l'appartenance à une communauté et on oublie la foi. Donc, et parfois la foi est instrumentalisée au profit de l'appartenance. Donc on est dans un terrain très miné où il faut avoir beaucoup de discernement et bien sûr pas tout le monde peut prendre le temps et du recul pour examiner les rapports entre croyance et appartenance. D'une manière plus globale, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a un islam ou des islams? Est-ce qu'il y a un Occident ou des Occidents? Je dirais que l'islam est un et l'Occident est un. Mais il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans et il y a autant d'occidentaux qu'il y a d'occidentaux. L'islam est en fait en grande partie ce qu'on en fait. L'islam est ce qu'on en fait selon le contexte où nous nous trouvons. C'est-à-dire l'islam doit être contextualisé. Et les textes de l'islam, aussi les textes fondateurs de la révélation, est interrogé à partir de points de vue différents.
les anciens ont interrogé le texte religieux et la religion à partir de leur point d'existence, à partir de leur perspective. Et nous avons d'autres soucis, d'autres problèmes, d'autres points de vue. Donc nous interrogeons la religion à partir de notre point de vue. D'ailleurs, le mot exégète en arabe, tafsir, c'est-à-dire l'explication du texte religieux, découle de la même racine que stifsar, qui veut dire interrogation. On interroge le texte et le texte, il répond. Donc il y a un rapport entre interrogation et réponse. La religion ne peut pas être figée. La religion, elle nous donne des réponses suivant le contexte et le type de questionnement. C'est ça. Mais finalement, si je reviens à ces deux mondes et le titre de votre ouvrage, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un petit hiatus, à savoir que ce n'est pas simple de confronter quelque part ces deux espaces, pour la simple raison que le monde arabo-musulman se définit plutôt par une religion, alors que le monde occidental, lui, finalement, il se définit par un espace géographique, ce qui est quand même très différent, non? Je veux dire, il y a de la paresse intellectuelle. On essaie de définir l'autre pour nous épargner certains efforts. Le monde musulman ne se définit pas comme monde musulman. Au sein du monde musulman, on se définit différemment. Un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Pakistanais, un Libanais, et ainsi de suite. Donc le monde musulman, il est divers. Il y a une diversité extraordinaire. Mais lorsqu'il s'agit de décliner son identité par rapport à l'autre, on brandit ce titre du monde musulman. L'Europe aussi, l'Europe non plus, elle ne se définit pas uniquement par rapport à son espace géographique. Si on voit la déclaration de Lisbonne, par exemple, l'Europe se définit par des héritages humains, des héritages culturels et religieux. Donc il y a plusieurs niveaux de se définir, de définition. Il y a une définition poétique de l'Europe et de l'Occident, il y a une définition juridique, il y a une définition philosophique. Donc, en général, on se facilite la tâche et on essaie de coller une étiquette ou bien un titre à un bloc civilisationnel pour s'identifier, pour préciser son identité par rapport à l'autre. Mais en fait, ces définitions, au fur et à mesure qu'on avance dans l'analyse, ne peuvent pas tenir. Nous allons faire une petite interruption et on se retrouve après la pause. Il n'y a pas que la culture qui définit l'identité, il faut tenir compte des facteurs sociologiques, socio-historiques, politiques. Et puis certains recomposent leur identité par le ciment de la religion. Alors, que pensez-vous de ces différents modes de fonctionnement ? En fait, on est dans la complexité. Il y a, par exemple, vous demandez à un jeune belge d'origine marocaine, vous êtes marocain? Il va vous dire non, je ne suis pas marocain. Vous êtes belge? Non, je ne suis pas belge. Alors qu'est-ce que vous êtes? Je suis musulman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut souligner l'élément religieux de son identité. C'est comme s'il cherchait une identité pure. On est dans une sorte de puritanisme, une identité pure, parce que le sacré nous offre cette possibilité, ou bien ce sentiment d'être dans la pureté. Mais les générations d'avant, ils n'étaient pas outillés pour s'intégrer, ils ne cherchaient pas à s'intégrer dans la société. Ils étaient là, de passage, donc ils ne se souciaient pas de leur identité, ils n'avaient pas le souci de perdre leur identité. Mais une fois qu'ils commençaient à s'installer, et ils étaient face à leurs enfants qui avaient le risque de les perdre. Donc qu'eux étaient natifs d'Europe. Alors on cherchait à trouver le ciment pour souder les éléments qui composent l'identité, et bien sûr on la trouve dans la religion. Mais en fait l'identité ne peut pas être réduite à la religion. C'est-à-dire il y a des extrémistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui essayent d'imposer ou bien de réduire l'autre à une entité religieuse. Un musulman qui vit en Europe, même s'il n'est pas pratiquant, même s'il n'a aucun rapport avec la religion, même s'il n'est pas religieux, il est taxé de musulman.
et aussi certains extrémistes musulmans qui essaient de faire abstraction de toutes les autres formes d'appartenance pour faire valoir l'élément religieux comme un élément le plus dominant, déterminant. Parlant précisément de religion, en fait, il faut constater la religion majeure de l'Occident est plutôt sur le déclin, quand l'islam, lui, est conquérant. Et donc, c'est devenu un empire. Il y a, si je ne m'abuse, près de 1,8 milliard de musulmans dans le monde, dont d'ailleurs les 3/4 ne sont pas arabes. Et est-ce que l'on peut considérer que l'islam, oui ou non, a une vocation planétaire ? Vocation planétaire peut-être, mais le mot conquérant, je veux dire conquérir, on conquit un espace géographique. Mais on voit que le monde musulman est loin de là. Le monde musulman est disloqué, il souffre de désintégrations multiples, donc on ne peut pas dire que l'islam est en train de conquérir la géographie. Mais peut-être l'islam en tant qu'idée... On peut conquérir les cœurs, ça c'est la géographie de l'espace anatomique. Peut-être, on pourrait dire que peut-être l'islam, puisqu'il y a l'orthodoxie et il y a l'orthopraxie, on trouve que par rapport au christianisme et à d'autres religions, il y a de l'orthopraxie, des jeunes du monde entier qui sentent qu'en islam on peut pratiquer quelque chose. On le voit sur le terrain, sur le quotidien, des gesticulations, des mouvements, et ainsi de suite. Ce qui fait que beaucoup de jeunes se laissent attirer par les pratiques de l'islam. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont d'autres conceptions de l'islam maintenant. Au sein du monde musulman, il y a un débat. Oui. Il y a un débat qui n'est pas, je veux dire parfois qui peut être houleux, un débat de fond sur le bien fondé de beaucoup de choses. Donc on est loin de la conquête de l'islam, mais l'islam en tant que culture, peut-être il est médiatisé, et ça a peut-être à voir avec la peur aussi. La peur, elle est biologique, on peut avoir peur de l'islam, c'est tout à fait... On y viendra plus loin. Okay. Simplement dans le monde actuel, ce qui est positif, c'est quand on évoque, je dirais, l'islam modéré. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie religieuse? Je songe notamment aux liens historiques en termes d'influence religieuse entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. En fait, il y a des liens historiques qui sont tissés à travers les siècles entre les peuples de l'Afrique subsaharienne et les rois du Maroc. Et il y a aussi des liens culturels, parce que la religiosité des Marocains est imprégnée par la culture africaine aussi. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la géographie et de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire on n'est plus il y a 14e siècle en Arabie saoudite, au fur et à mesure qu'on prenne une distance, on sent qu'il faut s'accommoder avec de nouvelles formes de vie et de nouvelles cultures. Et le Maroc a été, par excellence, la terre où on pouvait conjuguer, si vous voulez, le dogme, la doctrine, et puis une certaine ouverture à l'égard de pratiques culturelles africaines. Donc on se sent à l'aise à la fois dans la doctrine, et puis en même temps dans certaines pratiques culturelles. Donc il y a un élément commun qui est le rite malékite par exemple, et puis récemment, comme vous le dites, Sa Majesté le Roi a fondé la fondation Mohammed VI pour les oulémas africains, pour mutualiser les efforts, pour contrecarrer en fait toute forme de dérapage au niveau de pratiques religieuses et au niveau des conceptions religieuses, pour prêcher la modération en fait et la tolérance. Donc c'est un projet qui aura certainement des répercussions
très bonnes répercussions sur de paix. De paix, voilà. Oui. Justement, vous avez été secrétaire général du Conseil européen des oulémas marocains. Que pensez-vous de la formation des imams et de l'encadrement religieux plus largement? C'est un sujet qui mérite beaucoup de réflexion, toute une émission. Et je dirais que d'abord, il y a une erreur d'aiguillage qui est une grande erreur d'aiguillage. Pourquoi on se concentre, on focalise sur les imams alors que les imams, ils sont des employés? Ils sont à la solde de leur employeur. Pourquoi on ne songe pas à former les responsables des mosquées, par exemple, qui, eux, emploient les imams et qui, en quelque sorte, ils forment le profil de l'imam. L'imam peut avoir n'importe quelle formation, mais il doit se soumettre, se subjuguer au diktat des responsables de mosquées, parce qu'en fait, c'est eux les employeurs. Ça, c'est un aspect de la chose qui est totalement oublié. Mais aussi, quel imam veut-on former pour quelle communauté? Il y a les imams turcs, il y a les imams marocains, les imams tunisiens, les imams algériens, les imams pakistanais. Donc, est-ce qu'on peut faire abstraction de ces différences culturelles pour former un imam type pour l'Europe? Moi, je dirais que les imams, abstraction faite de leurs appartenances culturelles, doivent être initiés aux droits fondamentaux européens, à la culture et aux subtilités de la culture et de la société, des médias et de l'histoire européenne. Ça, c'est légitime. Mais quand il s'agit de former les imams, comme ça, en gros, c'est un souci, c'est un grand problème. Et moi, je trouve qu'on parle de radicalisation comme si les imams étaient derrière cette radicalisation, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, on est dans l'ère du digital, la culture digitale, et vous avez des prêcheurs qui font la prêche numérique, et leur influence est beaucoup plus grande, beaucoup plus fondamentale que l'influence des imams. Donc peut-être il faudrait prendre les imams comme des partenaires et les outiller pour communiquer avec la société et ne pas toujours les mettre dans une position de défense. Comme ça, ils pourraient contribuer plus à éradiquer le phénomène de radicalisation. C'est ça. Mais en fait, vous me brûlez la politesse parce que ma question suivante, c'était finalement le décloisonnement des cultures. Il va de pair avec le décloisonnement des frontières, et le décloisonnement des frontières, il existe notamment dans le monde virtuel. Et donc, est-ce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est, à vos yeux, positif? Vous avez indiqué que c'est peut-être là qu'il peut y avoir des dérapages aussi, et en même temps, on a vu lors du printemps arabe l'importance des réseaux sociaux agissant souvent dans un bon sens. Donc, comment jugez-vous tout ça? C'est-à-dire qu'il y a des chances, des opportunités, mais il y a des risques aussi. Des risques de dérapage. Des sociétés qui aspirent à construire des références, à consolider leur existence, l'action politique, ils ont besoin d'une action politique, d'un processus politique pour construire leur pays et pour construire des références communes et pour se consolider. Mais les réseaux sociaux, dans ce cas, réduisent la politique à l'émotionnel. Et on ne pense plus en termes de société, mais on pense à des individus. Les réseaux sociaux nous réduisent à des individus. Vous êtes dans une bulle émotionnelle avec les gens qui vous ressemblent et vous pensez faire de la politique. Alors que la politique, c'est un processus de construction qui engagerait toute la société. Donc là, il y a un risque. Mais sinon, les réseaux sociaux nous aident à repenser le bien fondé de beaucoup de choses. D'ailleurs, toutes les religions et toutes les sociétés maintenant vivent un défi, le défi du transmission du savoir, que ce soit chez les chrétiens, les juifs, les musulmans. On vit ce défi-là, comment le savoir se transmet. Donc il y a la transmission du savoir qui est devenue un défi parce que nous sommes face à un monde ouvert, il n'y a plus de références communes et ça ne peut pas déboucher parfois sur une action commune, alors que nos sociétés ont besoin d'actions communes pour fédérer et mutualiser les efforts. Donc il y a des risques comme il y a des opportunités.
et il faudrait, ma foi, prendre la chose très au sérieux. Vous évoquez la peur tout à l'heure. La peur de l'autre est un redoutable obstacle naturel au décloisonnement des cultures, selon moi. Mais l'apaisement passe aussi par la parole. Et n'y a-t-il pas un défaut d'autorité pour l'exprimer? Oui et non. En fait, la peur, il y a la peur. La peur, elle peut être biologique. Je peux avoir peur de l'étranger. C'est tout à fait normal. C'est pour nous prémunir contre les dangers. Mais ce qui me dérange, c'est l'industrie de la peur. C'est faire peur. En prenant, par exemple, l'islam comme un scarecrow, pour faire peur aux autres. C'est là où on a des choses à dire. Et c'est vrai que les musulmans en général ne sont pas outillés pour parler, pour prendre la parole. Moi-même, j'étais invité à plusieurs reprises dans des émissions et je sentais que j'étais réduit à... je ne pouvais pas m'exprimer librement, exprimer mes pensées, mes attitudes intellectuelles en tant qu'Européen, parce que je suis Européen, si on le veut ou non. J'assume une double appartenance. Maintenant, je suis réduit à un musulman qui est sur la sellette ou bien qui doit faire un mea culpa pour, je veux dire, se justifier. Alors que moi, je vais être un musulman comme vous, comme un musulman européen. Mais c'est vrai que les musulmans ne sont pas outillés pour prendre la parole. Il y a des élites qui prennent la parole. Pas outillés ou pas structurés même. Structurés, bien sûr, ils ne sont pas assez structurés, et ça a à voir avec la nature de la migration. Ouais. Je terminerai peut-être parce que vous, lorsqu'on parle d'islamophobie, ce qui est malheureusement quelque chose que l'on ressent sur le vieux continent de temps en temps, vous parlez aussi parfois de l'islamophobie des médias. Vous évoquez à la limite votre expérience personnelle. C'est quoi l'islamophobie? Est-ce que c'est la stigmatisation d'une communauté ou la critique d'une religion? Je crois que l'islamophobie existe. Mais ce n'est pas une critique d'une religion. On peut critiquer l'islam, on peut critiquer la religion musulmane, comme on critique la religion chrétienne et la religion juive. Mais parfois, il y a des codes de vivre ensemble qu'il faudrait respecter en critiquant une certaine religion. Parfois, on n'outrepasse et on est dans la provocation d'une communauté. La critique, elle est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, même le monde musulman, il foisonne de critiques. Si on suit le débat, au sein du monde musulman, il y a beaucoup. Le débat est incessant, on ne cesse de dialoguer, de débattre. Et il y a une critique très osée de la religion, qui va jusqu'aux limites parfois. Donc ce n'est pas la critique de la religion qu'on peut appeler islamophobie, non, loin de là, mais une certaine stigmatisation et généralisation, certains clichés qui réduisent les musulmans à une entité diabolique parfois, une entité rétrograde, une entité qui ne cherche pas l'intégration, alors qu'il y a des musulmans qui ne veulent pas s'intégrer, certes, comme il y a des Occidentaux ou bien des Européens qui ne veulent pas leur intégration, certes. Alors, on appelle les sages à mutualiser leurs efforts pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Ce sera la parole de la fin. Je vous remercie, M. Hadji. Merci. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.